Bonjour, mon nom est Kitty Antoine. J'anime Nouveau Départ, un podcast sur l'immigration au Québec. Je suis animatrice, artiste visuelle et entrepreneur social. Et je suis surtout pas née au Québec. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui quittent tout. Faisons l'effort de mieux comprendre cette réalité. Un nouveau départ. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais avoir une voix un petit peu plus grave qu'à l'habitude. Je suis en train de me guérir d'une grosse grippe. En ce changement de saison, c'est pas inhabituel. Alors, restez avec moi. Aujourd'hui, je vais avoir vraiment l'opportunité d'avoir une belle conversation avec une personne qui incarne le thème de cette émission de Nouveau Départ, Vanessa Kenga. Comment vas-tu, Vanessa? Ça va super bien, Katie. Merci, super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un grand plaisir. D'avoir cette conversation sur ton histoire lumineuse d'immigration ici au Québec, à Montréal, ta construction d'identité à travers ça et les chemins que toi, tu as choisi d'emprunter ou qui t'ont été accessibles pour pouvoir t'installer et être cette femme si épanouie qui est devant moi. Vanessa, tu viens d'où? Alors, je viens d'un pays d'Afrique centrale sur le bord de l'océan Atlantique qui s'appelle le Cameroun. Donc, j'ai l'habitude de dire que nous n'avons jamais été une colonie. On était un protectorat de la Société des Nations, donc l'ancêtre de l'ONU, qui a été annexé au début par les Portugais, ensuite par les Allemands, perdu par les Allemands à cause de la guerre 14-18, puis divisé pendant après que les Allemands aient tout perdu par la Société des Nations entre la France et l'Angleterre. Donc, mon pays ressemble étrangement au Canada parce que nous avons deux langues officielles coloniales, l'anglais et le français, une minorité linguistique qui est la minorité anglophone et une majorité francophone. Donc, un peu l'inverse de ce qu'on vit aussi au Québec. Mais c'est très intéressant parce que ça me permet de faire beaucoup de parallèles. C'est vraiment Donc, intéressant. je viens de là. Oui, et je peux pas cacher que j'ai eu la chance de visiter ton beau pays, le Cameroun, à travers une de tes initiatives professionnelles. Tu es la fondatrice du festival Afropolitain Nomade, qui en est aujourd'hui à combienième édition? 12e. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et j'ai eu la chance de participer à la 9e édition directement au Cameroun. On va en reparler tantôt. Le Québec, est-ce que ça a été un choix évident pour toi? Tellement pas. Tellement pas parce que moi, je viens d'une famille classe moyenne, supérieure un peu, tu vois. Mes parents, on a manqué de rien, mais tu sais, je sentais quand même qu'on avait certains privilèges dans la société et tout. Et mon père... on faisait partie des premières familles qui avions eu les antennes paraboliques. Je ne sais pas si tu connais ça. Tu sais, les grosses soucoupes qui nous permettaient d'avoir des chaînes étrangères comme Canal+. Tu peux capter jusqu'à Mars, là, avec ça. Genre. Donc, nous, on avait ça à la maison. Et je me rappelle, c'était à l'époque de Bibi et Geneviève. Fait que, non, mais pour de vrai, ça part de là. J'entends Mathieu de l'autre côté. Oui, mais vraiment. Fait que l'accent canadien-québécois, là, est rentré dans notre maison au Cameroun. Je devais avoir 7-8 ans. C'était par Bibi et Geneviève, parce qu'on captait TV5. Puis TV5 montrait des émissions un peu partout dans la francophonie. Puis je pense que c'est de là que mon père a eu l'idée de m'envoyer ici. Incroyable. Il ne m'a rien dit. Jusqu'à mes 16 ans, je fais mon examen de fin d'année. On avait un examen de fin d'année qu'on faisait pour passer en classe supérieure. Puis, je vois mon père voyager un peu pendant l'année, mais je me dis, bon, il fait ses affaires, tu sais. Puis, il part quelque part en février, il achète des manteaux. Je suis comme, bon, ça le regarde, tu vois. Jusqu'au jour où, en plein été, au mois d'août, je viens de finir le deuxième mois des grandes vacances. Moi, je me prépare déjà à retourner à l'école. Mes parents me convoquent dans le jardin, ma mère et mon père. Donc, il y a une table au jardin, tout ça, j'arrive. Puis là, très, très naïvement, je m'installe. Puis là, je vois l'air grave dans les yeux de mon père
qui me dit, bon, tu as obtenu ton certificat d'acceptation du Québec. Tu as été inscrite dans le cégep Gérald Godin. Nous sommes le 26 août. Tu commences l'école le 29 août. Ton avion est samedi. Puis tu t'en vas faire ta valise demain matin. Mon Dieu. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, ma mère qui me dit, non, t'inquiète pas, on a tout préparé. Je dis, mais vous avez préparé sans parler à la personne concernée. C'est comment, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, mon père qui me dit, non, tu sais, je suis allée faire du repérage. J'ai un ami d'école qui s'appelle Alain, que je salue d'ailleurs, avec qui je suis encore en contact, qui allait être mon tuteur parce que j'arrivais à 16 ans. Wow. Tu sais, je suis mineure, là. Donc, le Canada impose qu'il y a un mineur... Tu dois avoir un tuteur légal. Puis c'est ça qui expliquait un petit peu les voyages de mon père 2-3 fois par année pour venir installer et tout. Et organiser ta vie, quoi. Les trucs. Puis là, j'apprends ça. On est le 25 août. Je dois faire ma valise le 26. Je pars le 27. J'arrive le 28. Puis l'école commence le 29. Comme ça? Juste comme ça. Oh my God. J'étais arrivée à Montréal. Heureusement, il faisait chaud parce que j'aurais pas supporté le choc thermique, je pense. Mais ma première journée au cégep, j'arrive avec... je m'en souviendrai toute ma vie. Mon père avait pris un agenda scolaire. Il avait écrit tout le chemin à l'aéroport parce que je voyageais toute seule pour la première fois, loin de chez moi. Ouais. Je faisais 15 000 kilomètres, donc 2 escales. Donc, il avait pris un agenda scolaire puis il avait tout écrit. Quand tu sors de l'avion, porte A2, marche derrière, tu vas voir, il y a un piano. Tu prends le piano, tu vas... Il avait fait tout le tracé de l'itinéraire. Wow. Jusqu'à l'arrivée, il dit, tu prends... Il avait fait une espèce de cartable avec des intercalaires... tu sais, des protections en plastique. Il avait mis mon passeport, mon permis d'études, mon CAQ. Il dit, le premier document que tu donnes à l'agent, c'est ton permis d'études. Ensuite, il va te demander ton... Il avait fait comme tout un... Puis j'ai encore cet agenda-là 25 ans plus tard. Tu sais, je l'ai encore. Fait que c'est vraiment une période qui a marqué ta mémoire. Oui. C'est presque un traumatisme. Oh, mais c'est carrément un traumatisme. De voyager de cette façon. Parce que je quitte mes frères et sœurs. Nous, on est 4. Je quitte mes parents. J'ai jamais vécu avec d'autres personnes plus que pendant les vacances. Puis là, je vais dans un pays que je connais pas parce que j'étais jamais venue. C'est mon père qui avait fait les démarches. Fait que là, j'arrive, on est dimanche. L'école, c'est lundi. Et une école que je ne connais pas, la veille, donc quand je suis arrivée, je me rappelle, on est arrivé à Montréal, il était comme 11h. Mon tuteur m'a fait faire... On a débarqué au West Island. Tu sais, c'est comme le pire coin pour débarquer. Genre c'est juste loin de downtown, là. Tu sais, comme Pierrefonds, là. Moi, j'habitais Pierrefonds, Roxborough. Puis j'allais à Gérald Godin, qui est comme à Sainte-Geneviève. Fait que là, j'arrive, mon tuteur, il dit, ben, comme tu vas quand même à l'école demain, je vais te faire le chemin. Comme ça, tu vas voir un peu le quartier et tout. Donc, moi, je me disais, OK, il me fait faire le chemin, mais demain, il va m'amener à l'école. C'est comme mon père, ma mère, tout ça. Fait que là, on revient. Le lendemain matin, je me lève. Moi, j'ai encore les réflexes de la maison. Tu sais, tu te lèves tôt, tu fais le café et tout pour les parents et tout. Donc, 7h15, moi, je suis dans la cuisine. Tout le monde dort. Puis là, je suis comme, mais pourquoi ils dorment, en fait? C'est lundi. Puis là, 7h30, puis là, je me dis, non, les cours commencent à 8h30. Je veux pas être en retard le premier jour et tout et tout. Fait que là, je vais cogner à la chambre des parents. Je dis, tonton Alain, c'est parce que il faut aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il me dit, non, mais je t'ai laissé les tickets. Tu sais, c'est à l'époque, il y avait les petits tickets d'autobus, là. Les petits cartons jaunes, bleus, machin. Et je connaissais pas. Il me dit, OK, mais t'as des tickets d'autobus sur la table. L'arrêt d'autobus est juste en face de la maison. Va à l'école. Je t'ai montré le chemin hier. Wow. Vanessa, j'ai vraiment beaucoup de compassion pour ce choc d'intégration. J'ai pris l'autobus, mais tu sais comment je suis arrivée à l'école? En fait, je me suis dit, tous les gens qui ont des sacs à dos vont au même endroit que moi. C'est juste ça qui m'a aidée. Donc, je me suis dit, quand il va y avoir un grand groupe de sacs à dos qui va arrêter... T'es dans la bonne direction. Je vais arrêter. C'est comme ça que j'ai émigré. Wow, mais c'est comme presque la pire façon. Puis j'avais 16 ans. D'arriver ici seule, à 16 ans, adolescente,
vraiment, tes parents avaient beaucoup, beaucoup de confiance en ta débrouillardise, ton intelligence aussi, de pouvoir t'adapter. Je pense. Est-ce que tu as réussi justement à t'adapter d'une façon rapide? En fait, comment ça s'est passé pour toi, justement, l'adaptation et la réinvention de ton identité? Parce que avoir 16 ans au Cameroun et avoir 16 ans au Québec, c'est le jour et la nuit. Mais je te dirais que la première semaine, je voulais rentrer tous les jours parce que je comprenais pas l'accent. C'était du français, mais il y avait des expressions que je comprenais pas. Et puis moi, j'arrivais, c'était la première année d'ouverture du cégep parce que c'était le seul cégep francophone dans ce coin-là et ils ouvraient en 2001 en fait. Donc, j'arrive dans un nouvel environnement, même pour les gens qui travaillent là, et je suis la seule étudiante étrangère. Donc, moi, j'arrive avec un chèque de 40 000 $ parce que c'est ça qu'on nous a demandé pour déposer à la banque. J'arrive avec un permis d'études, puis j'arrive avec mes bulletins du Cameroun. Fait que la madame à la réception, elle me regarde et dit « Mais moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Vous venez d'où? Vous êtes qui? Vous êtes inscrite? » J'ai dit « Oui, je suis inscrite, mais mon père avait tout écrit. Tu dois donner... » Parce que c'est ça qui permettait de... Tu sais, les frais de scolarité, quand tu n'es pas québécois, c'était 4 000 $ la session, là. Tu sais, on payait ces prix-là pour aller à l'école. Donc, mes parents avaient économisé quand même une bonne somme pour que je puisse déposer en plus des frais de subsistance et tout. Donc, j'arrive avec ça. Je vais voir la réceptionniste, elle part en panique, t'imagines? La fille est comme, je connais pas, je sais pas, donc on appelle le directeur, il dit oui, on vous attendait, Vanessa et tout. Bon, allez en cours, nous on va s'occuper des démarches administratives. Puis là, je réalise qu'on m'a mis dans un cours de mise à niveau en français. Donc, j'arrive, on nous fait la dictée, je vais jamais oublier ça, hein. Q-U apostrophe, Q-U-E placé dans les cases, je sais pas quoi. Puis là, je fais le truc en 1 minute. Le prof, il me regarde et dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit « Ben, on m'a envoyé ici. » Il dit « Non, tu t'en vas dans un cours régulier, s'il te plaît, parce que je ne sais pas ce que tu fais là. » Donc, la première journée pour moi a été... c'était vraiment surréaliste. Tu vois, c'était surréaliste parce que je connaissais rien. Et je te dirais, mon adaptation s'est faite parce que j'aimais l'histoire, j'aimais le français. J'étais en sciences humaines. Donc, tout ce qui était partagé me fascinait. L'histoire du Québec, comment les gens sont arrivés ici. On regardait Maria Chapdelaine, des films où tu vois les gens dans le bois, bûcher des branches. J'étais comme, waouh, ces gens voulaient vraiment rester ici. Tu sais, fait que, tu sais, puis ça m'a confrontée un peu parce que après, t'as cette colonisation-là, t'as l'immigration, et puis tu as moi dans le portrait. Puis je me dis, mais ma place est où dans la ligne du temps? Est-ce que je suis plus legit parce que moi, je viens maintenant? Ou eux, ils sont plus legit parce qu'ils étaient là au début? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui? Parce que moi, j'ai eu un autre type de colonisation qui m'a appris la même langue qu'eux. Tu sais, toutes ces questions-là te font réfléchir. Et à un moment, j'ai juste dit, ben, je veux rentrer. Qu'est-ce que je fais? Oui. Qu'est-ce que je fais ici? Et mon père qui me disait, ben, moi, je pense que tu peux essayer. Ben justement, cette question, qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Est-ce que tu as pu trouver une réponse? Parce que on dirait que tu as été, ben, dans de la façon que tu nous le racontes, c'est comme si tu réalisais le rêve de quelqu'un d'autre. Oui, ben, je t'ai parlé de Bibi et Geneviève, truc là. Ça vient de là. C'est que je pense que mon père, quand je lui avais posé la question un peu plus tard, il me disait, je voulais t'envoyer dans un endroit francophone où tu serais à l'aise avec la langue, mais je voulais pas que tu ailles en Europe parce qu'on connaît les dérives, en fait, de l'immigration en Europe. Donc, et il n'y avait pas beaucoup d'immigrants africains à cette époque-là au Canada, tu vois, c'était les débuts. Puis il me disait, puis je pense que tu vas faire partie des premiers, tu es capable. Et je pense qu'il a eu raison parce que finalement, je me suis découvert une identité ici.
Parce que quand j'étais chez moi, tu sais, j'étais comme tout le monde. On va aux mêmes écoles. Tu te questionnes pas sur ta place dans le monde. Tu sais, tu sors de la maison, tu vas, tout le monde te ressemble. Vous parlez la même langue, vous êtes du même pays. Pourquoi tu vas te poser des questions? Mais c'est ici que les gens ont commencé à me demander, « Oh, tu viens d'où? Comment c'est chez toi? Pourquoi tu es différente? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu n'es pas comme nous? » Et puis là, je me suis dit, « Ah, OK, ils m'ont mis dans une case. » Mais est-ce que j'ai envie d'accepter cette case-là sans comprendre pourquoi je suis dedans? C'est vraiment intéressant. Pourquoi je suis dedans? Tu as beaucoup parlé du fait que tu t'es adapté à ton environnement, tu t'es adapté au rythme aussi, au langage, au code. Toi, tu viens avec tout un environnement qui t'enveloppe, qui t'habite. Oui. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un effort aussi à l'inverse où on s'est un peu adapté à qui tu es ici à Montréal, au Québec? Oh, on m'a jamais posé cette question. J'ai jamais pensé à ça. Est-ce que les gens se sont adaptés à qui je suis? Je pense que par la force des choses, oui, parce que je suis quelqu'un d'assez authentique. Fait que quand quelque chose me dérange, en général, ça reste pas longtemps sur mon chemin. Donc, oui, on s'est adapté, mais je te dirais, c'est une danse à deux. Dans le sens où, par exemple, moi, j'ai fini mon cégep, j'ai eu une bourse pour aller à l'université. Je suis arrivée à l'Université de Montréal. Je voulais faire sciences politiques et économie. J'ai eu de très bons professeurs. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en management des organisations à l'ENAP. Mais, tu sais, à chaque fois, mes premières impressions venaient beaucoup du monde académique. Parce que c'est celui pour lequel mes parents m'ont envoyé, tu vois. Et à chaque fois que j'avançais, soit dans mon éducation ou dans ma formation, je voyais qu'on était de moins en moins nombreux et nombreuses. Tu sais, au cégep, les gens venaient du secondaire, donc tu avais des gens des Philippines, tu avais des gens du Vietnam, tu avais des gens d'Haïti, tu sais, il y avait beaucoup de nationalités, mais quand on arrivait à l'université, ça diminuait un peu. Puis quand tu arrives en maîtrise, ça diminue encore. Fait que je me posais la question, mais qui fait ce tri, en fait? C'est pas les gens eux-mêmes. Est-ce que c'est les gens eux-mêmes qui veulent pas? Puis là, tu commences à comprendre, en fait, qu'il y a des systèmes qui existent. Il y a des réflexes qui existent. Ma première fois que j'ai compris que j'étais black, qu'on m'a enlevé mon identité d'Africaine puis de Camerounaise, c'était ici. Qu'on m'a dit que, oh, vous les blacks, de toute façon, vous n'êtes pas intelligents. Les noirs. Puis c'est la première fois que j'ai dit, ah, mais je suis noire. Comment ça se fait qu'on ne m'a jamais dit ça? Je suis noire depuis quand, en fait? Parce que dans mon pays, je ne suis pas noire. L'environnement est complètement différent ici. Mon père est du clan de l'ethnie Bassa, ma mère est Béti. Nous avons des clans, des ethnies, des communautés, mais ce n'est pas une race. Et c'est ici que j'ai réalisé que, oh, OK, il y a ça aussi. Et ça a été un choc pour moi parce que c'est la première fois que je me suis dit, est-ce que je vais accepter qu'on m'enlève ce que j'ai toujours construit et je vais rentrer dans un autre truc parce que quelqu'un m'a qualifié? Puis là, j'ai commencé à dire non, j'ai pas envie en fait. Parce que c'est pas à l'autre de décider que je suis noire ou que je suis X ou Y. Et là, j'ai commencé à me documenter beaucoup. J'ai lu un peu sur l'histoire des droits civiques. J'ai compris, mais d'où vient ce mot black, noir? Pourquoi? Puis j'ai appris beaucoup l'histoire du grand peuple haïtien que j'adore et que je chéris. Puis tu sais l'amour que j'ai pour Haïti. C'est là que j'ai compris que la révolution a commencé là. Puis on nous en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des Martin Luther King et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, il faut que je fasse mes classes. Et j'ai fait mes classes. Essayé de comprendre. Comprendre pourquoi on m'a appelée comme ça. Ouais. De comprendre les dynamiques, de comprendre les appellations, les positions. Oui. Ça me rappelle beaucoup l'histoire d'immigration de mes parents. Mes parents sont venus ici d'Haïti, pas dans un contexte
où ils fuyaient un régime politique. Oui, il y avait quand même le régime Duvalier qui terrorisait une partie de la population. Donc, ça a permis la création de programmes pour justement séduire des professionnels d'Haïti et de d'autres pays qui vivent des situations semblables. Donc, mes parents qui viennent de classe moyenne sont venus au Québec attirés par ces programmes-là avec un désir de voyager, de se découvrir, de développer une nouvelle identité, d'aller voir ailleurs s'ils y sont, comme on dit. Et arrivé ici, mon père en particulier a vécu un très grand choc, un choc traumatique de la différence du traitement qu'il avait en Haïti, le traitement qu'il avait ici, dû à son niveau d'éducation, sa classe sociale, et ici, le manque de reconnaissance. Donc, mon père est retourné en Haïti. J'ai toujours considéré que c'était un échec d'immigration, mais en ayant ces conversations avec différents amis, différentes personnes justement qui ont leur propre histoire, je réalise que non, c'est pas un échec, c'est juste son histoire, ça lui appartient. Toi, tu es venue ici enfant, adolescente. Ouais, ado, vraiment. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie de juste retourner chez toi? Je dis tous les jours. En ressentant tous ces décalages? Déjà, les premiers jours, je voulais partir tous les jours. Tous les jours. Je te dis. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, la compréhension de mon identité, elle ne peut pas se faire juste en Amérique du Nord. Parce que les éléments de réponse que j'avais sur ma place ici, il fallait toujours que je les confronte avec ce que j'avais de plus concret, qui était ma lignée, mon arbre généalogique, ma langue, ma terre. Et j'ai jamais voulu ne jamais retourner. Tu sais, je me suis dit, je vais trouver une façon d'aller souvent. Je vais trouver une façon d'amener souvent mes enfants. Parce que cette connexion-là qui me permet aujourd'hui de dire que je fais partie de cette famille, ce clan qui a lutté pour l'indépendance. Mon père, mes grands-parents font partie de la famille qui a fait le maquis chez nous, qui avons lutté. Pour moi, c'est trop important, en fait, pour juste enfermer ça dans un petit mot noir, tu vois. Et pour moi, retourner, tu vois, quand tu parles de ton papa, je me dis, il a eu le courage de retourner à la source. Parce que rester ici, souvent, pour moi, sans jamais repartir, se reconnecter, c'est ça qui nous déracine. Et cet enracinement-là, il est tellement important parce que c'est la seule colonne qui nous permet de donner aux autres. Tu sais, il faut que tu sois groundé pour offrir, moi, je pense. Et aujourd'hui, les autres, ben, c'est aussi ta famille, tes enfants. Oui, ouais. Puis elles ont tout un autre rapport à cette... parce que elles sont d'ici, en fait. Et c'est drôle, parce que chaque fois que j'ai de la famille qui vient du Cameroun, ils disent « Oh, pourquoi tes enfants parlent pas comme les Québécois, ils n'ont pas l'accent. » Ah, j'ai dit, mais parce que moi, je l'ai pas. C'est aussi simple que ça. La personne avec qui elle passe plus de temps, c'est moi. OK? Donc, ça, c'est un. Mais pour moi, c'est important qu'elles aient le choix. Tu vois? Je ne veux pas leur dire, il n'y a rien. Il n'y a rien chez nous. Et je ne veux pas leur dire, il y a tout ici. Je veux qu'elles aient le choix de prendre partout. Et toi, quel choix tu penses qu'elles vont prendre? Franchement, je pense que je suis pas pire influence quand même. Donc, bon, je pense qu'elles vont faire le choix de l'équilibre. En tout cas, je leur fais confiance pour ça. Mes deux filles sont déjà rentrées au Cameroun, on était au Sénégal, on a été au Congo. Il y a plein de pays où on a été et à chaque fois, je vois l'émerveillement de voir les différences. Le bonheur qu'elles ont d'être là-bas, mais à chaque fois, elles disent « Ah, il faut rentrer à la maison ». Et elles savent où est leur maison. C'est ici, en fait. Et
je veux qu'elles cultivent ça. C'est d'être partout chez elles, mais de savoir qu'elles ont un port d'attache, en fait. Ben, je pense que tu réussis ça à merveille, Vanessa, alias Vibi. Oui. Et tantôt, on va s'adresser un peu plus à Vibi. D'accord? D'accord. Comme à la tradition, à l'émission Nouveau Départ, où entretient des conversations autour de l'expérience d'immigration ici au Québec, je t'ai demandé, Vanessa, de me proposer un texte qui t'a beaucoup accompagné ou inspiré, un texte qui est comme devenu un ami. Mm-hmm. Et tu m'as proposé ce texte de Malcolm X. Oui. Je procède à la lecture. J'aime beaucoup ce texte aussi. Qui t'a appris à détester la texture de tes cheveux? Qui t'a appris à détester la couleur de ta peau? À tel point que tu te décolores pour ressembler à l'homme blanc? Qui t'a appris à détester la forme de ton nez et la forme de tes lèvres? Qui t'a appris à te détester du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds? Qui t'a appris à haïr les gens de ton espèce? Qui t'a appris à haïr la race à laquelle tu appartiens à tel point que tu ne veux plus être entouré d'autres personnes? Qui t'a appris? De Malcolm X, lors de sa présentation, Qui t'a appris à détester à Los Angeles le 5 mai 1962. Ouais. 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 C'est fort, c'est très fort ce texte. Ça m'émeut parce que moi, j'ai plongé dans la lecture des droits civiques. Je devais avoir quelque chose comme 18 ans. Mais mon père écoutait beaucoup de musique noire américaine. Mais je faisais pas les liens, tu sais, j'étais trop jeune. Parce que chez nous, les mouvements sont arrivés beaucoup par la musique. C'est Sam Cooke, James Brown, c'est par là que les mouvements sont arrivés. Est-ce que c'est par là aussi que ta passion complètement pour la musique est arrivée? Oui, mais je ne comprenais pas encore à ce moment-là. Et pourquoi j'aime beaucoup ce texte? Parce que moi, j'ai grandi au Cameroun, dans un pays qui n'a pas connu l'esclavage, mais où les gens se décolorent, où les gens se défrisent. Mais je ne savais pas pourquoi. Pourquoi les gens faisaient ça, en fait? Pourquoi c'était si difficile d'accepter notre nature? Tout simplement. En tout cas, ça mérite d'être exploré. Ouais. Merci. Merci. Toujours à Nouveau Départ, un podcast qui réunit des histoires lumineuses d'immigration et d'identité. Je m'entretiens avec Vanessa Kanga, alias Vibi. Là, on va parler avec Vibi. Yes. Vibi, c'est ton côté artistique. Tu es chanteuse, une magnifique chanteuse. Merci. Mais pas que chanteuse, dans ton côté artistique, tu as aussi ce côté de direction artistique parce que tu es aussi la fondatrice du festival Afropolitain Nomade. On l'a dit en entrée de jeu, qui en est à sa 12e édition. Oui. C'est quand même impressionnant. J'ai eu la chance, l'immense chance de faire un retour en Afrique grâce au Festival Afropolitain Nomade, accompagné du collectif dont je fais partie, les Weekenders. On s'est rendu dans le cadre de la 9e édition à Douala. Ça a été vraiment un moment magique. Je t'en suis éternellement reconnaissante. C'est un honneur. Vraiment, ça sublime l'imaginaire. Il faut aller en Afrique. Moi, j'encourage tout le monde à vraiment diversifier vos destinations de découverte, de voyage et d'inclure un pays, une ville africaine parce que c'est vraiment des destinations à découvrir.
Douala m'a tellement fait penser à Port-au-Prince. Je sais. La ville de ma naissance en Haïti. Je vous confirme. Du moment que je suis descendue de l'avion, l'odeur de l'air, juste même le sol, la façon que je me tiens sur le sol, le son de la ville, l'urbanisme de cette municipalité. C'est vraiment fou comment il y a des liens qu'on peut faire directement avec plusieurs pays africains, des pays antillais comme Haïti. C'est trop magnifique. Pourquoi tu te donnes le mal et tu continues à être derrière ce festival qui est international? Il faut l'expliquer. Oui. C'est que Afropolitain Nomade, parce que ça s'appelle Nomade, vraiment se donne le défi de se représenter à chaque année dans un nouveau pays africain. Et là-dedans, il y a aussi le Canada, qui est considéré comme un pays africain. J'adore. Ça, c'est à cause de moi. Désolée. Mais explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est que ce beau festival? En fait, le festival Afropolitain Nomade, c'est une réponse à quelque chose que moi j'avais observé. C'est-à-dire qu'il y a, en tant qu'artiste, en fait, on participe à des événements, on est programmé sur des trucs, puis on voit les artistes africains qui sont à l'affiche avec nous. Mais quand tu rentres au pays, la musique a comme 3, 4, 5 ans d'avance. Puis ici, c'est comme si on a 4, 5 ans de retard. Puis là, je suis comme... Mais ils pensent vraiment que c'est ça qu'on écoute. c'est pas vrai que c'est ça qu'on écoute. Tu sais? Fait que je me suis dit, comment démystifier ce côté folklore-là qu'on est toujours en train de vouloir mettre de l'avant et s'assurer que les gens qui sont représentés sont aussi vibrants, jeunes, colorés, modernes que ce que je connais. Et je me suis dit, ils voient les artistes et là, ils se disent, oh my God, il y a de l'électro, il y a du hip-hop, il y a de la soul, il y a du reggae, il y a plein de choses. Et la beauté des choses, c'est que moi, dans mon pays, en fait, au Cameroun, juste dans 475 000 km², on a 250 langues différentes. Et 250 langues, 250 façons de manger, de se vêtir, de parler différentes. Donc, imagine la musique qui vient avec cette diversité-là. C'est tellement riche et foisonnant. Et combien de fois on peut fusionner ça avec le hip-hop, le reggae? T'imagines les combinaisons exponentielles que c'est? On n'a même pas fait 1%. Un seul pourcent, on ne l'a pas fait. Donc, c'est pas vrai que tu peux programmer quelque chose et dire ça, c'est de la musique africaine. C'est impossible. Parce que juste dans un pays, moi, j'ai 250 combinaisons fois X fois N. Maintenant, si je vais au Congo, ils sont 300. Je vais en Côte d'Ivoire, ils sont 75. Je vais au Sénégal, il y a au moins 60 ou 80 communautés et cultures différentes. Fais ça maintenant fois 54. Tu sais, c'est impossible, en fait, d'arriver à bout. Donc, je me suis dit, faut que j'amène les gens comprendre cette réalité-là et respecter aussi le fait que on est un continent qui refuse en fait de s'exclure de la modernité. Les gens nous ont toujours dépeints comme archaïques, primitifs, arriérés, sous-développés. Ça, je suis plus capable. Quand quelqu'un dit ça devant moi, Non, il faut vraiment aller en freeze. Afrique. Beaucoup de gens seraient vraiment étonnés. Exactement. Oui. Étonnés. Puis, tu as été à Douala. Moi, j'ai été à Port-au-Prince. Et à chaque fois que j'arrive à Port-au-Prince, j'ai l'impression que je suis à Yaoundé ou dans n'importe quel à Dakar avec le tap-tap, là. C'est la même chose que tu retrouves au Sénégal. J'ai presque l'impression d'entendre les gens parler créole. Oui! Tellement la sonorité est semblable. Et nous sommes habitués à la diversité parce que dans nos familles, il y a de la diversité. Le clan de ma mère, c'est des chasseurs. Mon père vient d'une ethnie de pêcheurs sur la côte.
c'est de l'interculturel d'aller marier ma mère parce qu'il faut savoir comment parler à ces peuples-là. Tu comprends? Donc, avoir une Haïtienne ou un Martiniquais, un Québécois, un Français, nous, ça ne nous dérange pas parce qu'on grandit comme ça. Vous êtes déjà dans la diversité. Exact. Ouais. Donc, moi, quand je viens ici et que je vois que les gens utilisent ça pour s'opposer, pour se confronter, moi, ça m'a fait un choc, en fait. Parce qu'on a toujours vécu en mangeant la nourriture des Bamileke, le ndolé des Douala, le bongo des Bassa, le héros des Bamenda. Comme toutes les cultures font partie de la vie quotidienne. Et quand tu vas aller dans la rue, tout le monde va parler anglais ou français, mais tu vas entendre un mot en pidgin, un mot en douala, un mot en ceci, parce que on est africains qui viennent chercher du poisson. Tu sais, on a l'habitude de ces brassages humains-là. Fait que tu avais vraiment envie d'illustrer ça à travers la mission du festival. Oui, vraiment. Et à chaque fois, ça réussit, parce qu'il suffit juste de poser les pieds pour constater, en fait. On n'a pas grand-chose à faire. Et non seulement à travers le parcours, mais aussi à travers les disciplines qui sont sublimées, représentées. Oui. Vibi, tu es chanteuse. Et pas qu'une chanteuse, une magnifique, éblouissante chanteuse. et tu inclus le chant. Il y a aussi les arts visuels. Ouais. Moi, en tant qu'artiste visuel, c'est de cette façon que j'ai pu y participer. Mm-hmm. Parle-nous justement de toutes les disciplines et pourquoi elles sont si importantes pour toi. La musique, c'est sûr que c'est très important parce que c'est ce que je maîtrise. Et ce qui est bien avec la musique, c'est que tu peux pas fermer tes oreilles. Tu sais, tu peux fermer les yeux, tu peux dire je respire pas pendant un certain moment, mais les oreilles, c'est difficile de passer à côté. Donc, quand quelque chose est bon et que ça vient toucher ton émotion, quelle que soit la langue dans laquelle c'est décliné, ça touche les gens. Donc, la musique est très importante et comme je t'expliquais tout à l'heure, les patrimoines sont exponentiels. Donc, on peut vraiment présenter une chose, on finira jamais les années qui restent. Les arts visuels, pourquoi c'est important? C'est parce que je me suis rendu compte que quand les gens arrivaient, ils voulaient montrer ce qu'ils ont vu. Tout le monde veut montrer. Ah, tu sais, comme tu as dit, j'ai vu un car qui ressemble à ce que j'ai vu à Lagos. Ah, il y a quelque chose que j'ai vu qui ressemble à ce que j'ai vu en Martinique ou je sais pas quoi. Puis là, je me suis dit, mais il faut leur faire consigner ça quelque part. Puis la photo, c'est génial. La peinture, les arts plastiques et tout. Donc, j'ai dit, on va pas seulement se contenter du son. Il faut que les gens capturent les images et les émotions qu'ils ressentent quand ils sont là. Parce que moi, j'ai grandi là. Il n'y a pas grand-chose qui m'émeut vraiment, là. Tu sais, je le vis. C'est normal pour toi. Ouais, c'est ça. Mais je vois ce que ça fait sur les gens et surtout sur les afro-descendants qui reviennent. Parce que nous sommes des terres de déportation. Contrairement à nos frères et sœurs autochtones, on n'a pas eu on n'a pas eu une colonisation d'installation, mais vraiment de déportation. Donc, les gens qui reviennent, l'ADN, là, c'est un livre d'histoire. Tu sais, quand tu dis que tu te tiens sur terre puis tu te reconnais, c'est parce que ton ADN sait que tu étais ici il y a quelques siècles. Oui, il y a cette mémoire, j'imagine. Exact. Il y a cette mémoire. Il y a cette mémoire qui est là. Et moi, je crois vraiment en ça parce que j'ai vu l'effet que ce retour a sur des gens que j'ai amenés. Et ils sont changés à jamais parce que, premièrement, cette mémoire-là se réveille. Mais en plus, ils se rendent compte qu'il y a des endroits où ils peuvent être juste eux. On ne les calcule pas. Oui, et je suis une de ces personnes, et d'autant plus que mon conjoint est congolais, était congolais, feu à son âme. C'était vraiment un parcours migratoire qui venait compléter mon identité qui est en constante évolution. Et je comprends, j'entends que ton parcours migratoire est enrichi par aussi le festival. Ah, complètement. Et ça te permet, sûrement, tu vas pouvoir me le confirmer, d'être encore plus efficace dans ce nouveau rôle que tu as.
Oui. dans la municipalité, Tu es excellente en transition. d'être chef de division culture et bibliothèque dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges. Oui. C'est un arrondissement qui est quand même... qui illustre la diversité d'une façon magnifique. Exact. Et tu es au cœur de cet arrondissement pour continuer ton travail. Exactement. Côte-des-Neiges, c'est mon quartier d'accueil. Quand j'ai quitté Pierrefonds, Roxborough, j'ai habité dans le quartier universitaire jusqu'à maintenant. J'habite à Côte-des-Neiges encore. Et c'est presque 100 000 habitants, 135 nationalités, 3 grands centres universitaires, 2 grands hôpitaux. Et félicitations pour cette position. Merci. Et pour moi, j'ai envie de te dire que c'est la plus belle expression de mon engagement, d'être à cette position, puis de diriger mes équipes sur mon expérience et les choses que moi, je voyais en tant qu'artiste aussi. Des choses que j'ai envie de changer, des choses que j'ai envie de peaufiner. Mais à la fin de la journée, ce qui est vraiment super cool, c'est que je vois les citoyens que je vois dans mes salles de spectacle, que je vois dans mes bibliothèques, je les croise au Maxi, à l'épicerie, dans les parcs avec mes enfants. Mes enfants profitent de l'offre culturelle qu'on développe. Donc, j'ai pas l'impression que je travaille pour moi. Tu sais, puis j'ai jamais voulu travailler pour moi. Et en plus, là, je me dis, c'est du service public. On est au service de la population. On écoute. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai pris le poste au moment où on préparait notre plan de développement culturel des 5 prochaines années. Donc, je suis très chanceuse de pouvoir insuffler une vision, des perspectives, et des objectifs de quelqu'un qui vit dans l'arrondissement puis qui sait c'est quoi les besoins. Donc, moi, j'aurais envie de te dire, quand je dis Vibi, je parle à l'artiste. Oui. Quand je dis Vanessa, je parle à la citoyenne, à la femme. Moi, j'aurais envie de dire Vibi, alias Vanessa, ce sont eux. C'est nous, la ville de Montréal, qui sommes chanceux de te compter parmi l'écosystème. Parce que ton bagage va faire en sorte, je le crois, que tu sois encore plus efficace dans ton rôle. Comment tu penses que ton bagage en tant que jeune adolescente de 16 ans qui a débarqué ici toute seule peut t'accompagner justement dans ce nouveau rôle? Ben, moi, la chose que je me répète chaque matin, je me dis, comment je peux faire en sorte qu'il y ait une petite fille qui n'ait pas envie de rentrer tous les jours? Est-ce qu'on a le bon spectacle, la bonne activité? Est-ce qu'on a la bonne approche aussi pour lui faire penser que oui, tu es là pour l'école, tu es là avec tes parents, tu n'as pas choisi. Et parce que tu es à la bonne place. Que tu es à la bonne place, puis qu'il y a des gens qui pensent à toi de cette façon-là. Puis tu vas rentrer un jour, mais profite un peu de ce que tu peux avoir comme opportunité ici. Moi, c'est ça que je me dis tout le temps. Je me dis, faut que les gens aient envie de visiter nos parcs, nos maisons de la culture, nos bibliothèques, qu'ils soient partie prenante, puis qu'on leur donne la parole aussi de s'exprimer et de dire qu'est-ce qui ne va pas. Donc, les consultations publiques, on vient de les terminer. J'ai entendu des choses extraordinaires que moi-même, je pensais dans mon salon, mais je ne savais pas qu'il y avait plein de gens qui pensaient la même chose. Et je pense que c'est ça la beauté du travail municipal. Tu sais, on a cette proximité avec les citoyens qui fait en sorte qu'on peut ajuster les choses au fil des années en fonction de ce qu'ils veulent. Fait que je suis très chanceuse. Surtout que quand on est nouveaux arrivants, le loisir, c'est souvent remis à la dernière case. Même cette case n'existe pas. Non. Alors, c'est vraiment un défi, comment arriver à faire comprendre que souvent le loisir fait partie aussi de sa santé. C'est prioritaire. Ben nous, on essaie de développer, puis moi, je l'ai mis en priorité pour les années qui viennent, la médiation culturelle. C'est notre bouée de sauvetage. Si les gens ne peuvent pas venir à l'art, il faut que l'art aille à eux. Donc, on travaille avec des organismes communautaires qui ont accès à des personnes plus vulnérables, plus isolées, plus excentrées de nos installations. Puis on amène la culture là-bas.
on fait de la musique, on fait du cirque, on fait des ateliers d'écriture, on fait plein de choses, en fait, qui font en sorte qu'ils puissent profiter, en fait, de l'offre culturelle, même si, et moi, je dis toujours, c'est toujours temporaire, même si la situation temporaire ne les avantage pas par rapport aux autres. Et il faut prendre les gens dans ces situations-là. Donc, j'ai réussi à convaincre quand même mes élus qu'il fallait développer cette offre de médiation-là. Puis, on a des employés extraordinaires qui se déploient à la grandeur de l'arrondissement pour amener l'art et la culture et la littérature aussi, parce qu'on travaille avec les biblios, chez les gens. Oui, parce que je pense que c'est encore une règle qui fonctionne aujourd'hui, la mixité sociale. C'est important. C'est gagnant pour tout le monde. Vraiment, vraiment. Et les arts publics où, tu sais, on n'a même pas l'impression qu'on peut avoir un événement là, puis là, il y a une parade qui arrive, puis ça embarque les gens, puis les gens vont... Tu sais, on a plein d'idées comme ça où on se dit, si les gens veulent pas bouger, ben embarquons-le avec une fanfare ou je sais pas quoi. Donc, j'ai comme une image là du Cameroun à Montréal où justement toutes les différences sont célébrées, elles se cohabitent dans une harmonie cohérente, pertinente et intéressante. Merci. Vibi, t'es chanteuse. Oui! Souvent, on commence nos conversations avec justement le chant. Exact. Je dis non, on va faire différent. Mais il faut parler de ta voix. Ta voix qui touche tant de cœurs. Je pense que ce qui caractérise ta voix, c'est cette bass qui a là dans ton estomac, là. Qui vient des tripes, là. Qui nous donne des frissons à chaque fois. Merci. Quand est-ce que tu as su que tu savais chanter? Ça, c'est une histoire de 24 minutes. Tu es sûr que tu veux que je commence? On n'a pas 24 minutes. Est-ce qu'il faut que je fasse une autre émission pour ça? Non, on va résumer. En résumé, moi, j'ai su que j'avais envie de chanter et que j'étais chanteuse. C'est drôle, hein? Mon père, il a loué une vidéocassette d'un film qui s'appelle Bodyguard de Whitney Houston. J'avais 8 ans. Je suis tombée en amour avec ce film et j'ai commencé à mimer la voix de Whitney Houston. Et un matin, ma mère, elle m'entend dans la salle de bain, puis je chante comme elle. Puis là, elle était comme, c'est toi qui chantes? Je dis oui. Puis c'est comme ça que c'est parti. Wow. En faisant du karaoké sur du Whitney Houston. Exact. Et pourquoi tu continues? Parce que ça me permet de dire des choses. Je ne chante pas parce que il faut chanter. Je chante parce que je sais que c'est une des expressions qui touche le cœur, en fait. Et quelle que soit la langue que tu utilises, la musique, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, elle transperce les cœurs. Il y a des textes qui sont très durs que j'ai eus sur les brutalités policières, sur justement le texte de Malcolm X que tu as lu un peu plus tôt. J'ai une chanson qui s'appelle Black où j'explique justement mon expérience de quand est-ce que j'ai su que j'étais noire. Oui, parce qu'il faut le dire, tu es auteur, compositrice, interprète. Oui. J'écris mes chansons et à chaque fois que j'écris, je me dis, est-ce que c'est utile? Il faut que ce soit utile à quelqu'un quelque part. Il ne faut pas que je gaspille le temps où j'ai beaucoup de respect pour les gens qui m'écoutent. Et c'est parce que ça me fait du bien aussi. Tu sais, des fois, ça me ramène dans des émotions un peu fortes, mais je me dis, c'est sorti. J'ai fait un show, il y a quelque chose qui est sorti. Ça fait du bien. Donc, il y a tout ça qui me fait comme, je pense pas que je vais arrêter de chanter. J'ai envie de te poser cette question après cette belle conversation, ce bel échange. Est-ce que tu as ressenti ou tu ressens un décalage entre tes attentes quand tu es arrivée ici, toi en tant que personne Vibi, versus les réalités que tu as eu à être confrontée? En fait, j'ai envie de te dire que j'ai pas eu le temps d'avoir beaucoup d'attentes parce que comment je suis arrivée, j'avais juste rien pensé. C'est plutôt à ton père que j'aurais dû poser cette question. En fait. Mais
Ce que j'ai quand même envie de te dire, c'est que je suis contente d'avoir fait ce parcours-là, qui est très atypique. Hein. J'ai pas le parcours de quelqu'un de régulier, genre tu fais ci, tu vas de un point A à un point B. Je suis contente des expériences, puis de la somme des succès, puis des échecs, puis des malheurs, puis des bonheurs que j'ai eus sur la route. Parce qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant toi puis dire, OK, au moins je sais qui je suis. Tu sais, puis je pense que c'est la plus belle richesse de juste être devant quelqu'un puis de dire, je sais qui je suis. Tu sais, je sais que je suis arrivée là, puis que j'ai fait ça, puis qu'aujourd'hui je suis devant toi, j'ai 40 ans, puis je sais qui je suis. Et ça me fait plaisir de pouvoir le dire sans réfléchir. Parce que j'ai cherché. Mais en fait, c'est ça la réussite, c'est ça le bonheur et le succès. Ouais, c'est juste de dire ça. Ouais. Et je l'ai cherché parce bravo pour toi, Vibi. Ça m'a confrontée beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir à entendre, à avoir cette conversation avec toi. Tout simple. Est-ce que tu sens que tu aurais envie d'aller voir d'autres villes canadiennes, d'aller essayer d'autres environnements, d'autres écosystèmes, où Montréal te convient, le Québec, c'est ton point final? En ce moment, tu sais, depuis 3 ans, je travaille beaucoup avec les communautés autochtones et j'essaye aussi de comprendre cette réalité-là. Et j'ai plusieurs amis, en fait, qui m'ont déjà proposé de faire quelques parcours, en fait, dans l'Ouest canadien pour aller rencontrer d'autres communautés. Avec le festival, justement, depuis 3 ans, on fait un événement ici à Montréal qui est une résidence où on fait venir des femmes artistes du continent pour travailler avec des femmes autochtones. Et ça m'a ouvert les yeux sur une autre réalité. Donc, oui, j'ai envie d'aller découvrir d'autres choses au Canada, mais avec ces peuples-là, plus. Ouais. Ah, ben vraiment, je souhaite voir ça arriver parce que c'est un programme de résidence de création d'Afropolitains nomades, justement de réunir les cultures africaines et les cultures autochtones. Oui. Quelle bonne idée, vraiment. Traditionnellement, depuis que j'anime ce nouveau programme, Nouveau Départ, je termine l'émission avec la lecture de la biographie. Alors, on va procéder, Vibi, Vanessa Kanga, la voix de Vibi qui gravit des sommets, les redescend, les remonte, toujours infatigable, fluide, énergétique et flamboyante, comme l'est l'artiste qui, à travers ses chansons, comme dans la vie, milite avec détermination et sensibilité pour la diversité et l'inclusion. Aux accents jazz, hip-hop, soul, avec de fortes références à l'Afrique, son récent album, Zanji, c'est bien ça? Très bien. Oh, Zanji, identifié dans les playlists de Couleurs tropicales, l'émission phare de RFI, est un hommage à l'émancipation sous toutes ses formes, un hymne à la liberté. Le spectacle de son dernier album, Zanji, a fait le tour du monde depuis sa sortie en 2021. C'est en 2012 que Vanessa Kanga fonde le Festival Afropolitain Nomade, un festival d'art engagé réunissant plus de 450 artistes et maintenant encore plus, et qui met à l'accent chaque année un pays africain différent. Et de 2023 à 2025, Immersion est un programme de résidence de création du Festival Afropolitain Nomade pour les femmes qui réunit des Africaines et des Autochtones au Canada. Également chef de division culture et bibliothèque dans l'arrondissement Côte-des-Neiges de la ville de Montréal. C'était mon invité aujourd'hui, Vanessa Kanga, Vibi. Merci beaucoup. Hein? On a vraiment bien échangé. On se connaît depuis plusieurs années, mais je pense que c'est la première fois qu'on a ce genre de conversation. C'est vrai. Et tu es vraiment quelqu'un de lumineux. Ah, merci. Et que je vais vraiment suivre dans son parcours. Est-ce que tu aimerais nous laisser avec un mot spécial? Il y a quelque chose dans ma langue, en fait, un mot dans ma langue, c'est « meyega ». Ça veut à la fois dire « merci » et ça veut à la fois dire « je suis reconnaissante ». Tu sais, c'est comme la même chose et pour moi, c'est puissant, en fait, parce que il y a pas de merci sans acknowledge que quelqu'un nous a
offert quelque chose. Et aujourd'hui, je te dis merci parce que ça m'a fait du bien de te parler de ces choses-là auxquelles je n'ai pas pensé depuis longtemps. Mais si ça peut juste inspirer quelqu'un à ne pas vouloir rentrer tous les jours, moi, je pense que ça vaut la peine qu'il y ait un système de support, qu'il y ait des gens autour, qu'il y ait des émissions comme les tiennes, qu'il y ait des gens comme toi qui inspirent et qui disent aux gens « Tu peux rester et tu peux aller très loin, très, très loin. » Ouais. Ah, merci beaucoup, Vanessa. Merci, Vibi. Moi, je te répondrai dans ma langue créole d'Haïti. Remè moun ki remè. Aime les gens qui t'aiment. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec cette conversation qu'on a ensemble dans le cadre de ce programme que je présente avec Canal M, de Nouveau Départ. Vraiment le désir d'avoir des conversations pour rappeler aux gens que derrière tous ces chiffres et ces statistiques, ben, il y a des femmes, des hommes, des enfants qui traversent des territoires et qui continuent à construire une identité qui devient métissée parce qu'on est tous ensemble sur ce territoire pour pouvoir construire un présent et un avenir meilleur. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était Nouveau Départ. Et je vous dis à une prochaine fois. Mon nom est Kitty Antoine. Bye!